1928, dans un magazine qui s'appelle The Recreals Press and No Weird Tales, où elle sera reprise, mais après la mort de l'auteur à 46 ans. Un texte de H.P. Lovecraft, The Shunned House, la maison maudite. Une histoire dont, paradoxalement, lui qui tendait toujours à repousser ce qu'il avait écrit, il l'assumait, il en était fier. Bon. Et maintenant, évidemment, une histoire emblématique. Pourquoi ? La première fois où je suis arrivé à Providence, évidemment, exploration, Benefit Street, et puis ce vieux cimetière avec les tombes du XVIIe, XVIIIe siècle, et puis ces maisons un peu biscornues, le flanc de la colline, et puis l'ombre d'Edgar Allan Poe qui va ouvrir, c'est lui qui va être presque le narrateur, c'est-à-dire on fait promener Edgar Allan Poe dans les premières pages de l'histoire, et ça va contribuer à tout déclencher. Et puis la maison qu'on vous présente comme étant le modèle de celle qui a servi à la maison maudite. Mais c'est une belle maison jaune, toute pimpante. Alors évidemment, ça correspond, il y a un terrain un petit peu en terre-plein au-dessus, et puis sur le portail, il y a un beau panneau disant qu'ils en ont marre qu'on photographie leur truc, et puis qu'on n'entre pas dans le jardin parce qu'il y a des chiens. Et puis la porte de la cave. Alors dans l'histoire, cette porte de la cave, elle a un rôle complètement primordial. Mais la maison est transformée, elle est quand même plus biscornue, elle est quand même plus délabrée, elle est quand même... on voit, si on est à une extrémité, on voit pas l'autre. Tous les lieux chez Lovecraft ne sont que des apparitions un petit peu partielles, lacunaires. Ça aussi, ça contribue à cette impression d'oppressement, d'effroi. Mais ces portes de cave, chaque maison avait la sienne. C'est par là qu'on rentrait, le bois, le charbon. Et là, j'ai compris tout d'un coup. C'est-à-dire que les souvenirs d'adolescence de ce Lovecraft un peu gris dans ses éditions françaises abrégées, parce que déjà, elle s'appuyait sur les versions de August Derleth un petit peu simplifiées, pas très fidèles au manuscrit. Eh bien, en les lisant, on les reconstruit dans un monde fantastique. Alors qu'au départ, elles sont directement là où on passe dans la ville, sur le chemin quotidien. Et justement, on était juste à côté de la chambre qu'occupait H.P. Lovecraft à College Street, le petit square où il allait le soir voir le coucher de soleil, au même endroit qu'Edgar Poe, qui est cité là. Eh bien, il est juste en vue, on peut y aller au-dessus. Alors, dans cette première visite à Providence, je m'étais racheté un souvenir, ça s'appelle Necronomicon, mais bon, en gros, c'est quand même une grosse œuvre complète, des récits. Disons, maintenant, depuis, on a des éditions critiques. Là encore, c'est un chantier qui avance. Et le premier texte de H.P. Lovecraft que j'ai lu dans ce livre massif, eh bien, à cause de cette maison jaune, pimpante, c'était The Shunned House, la maison maudite. Et c'est là où, si tu veux comprendre ce qui se passe dans cette phrase, et que ça n'a rien à voir avec tes propres souvenirs, eh bien, tu te mets à le retraduire. C'est une histoire en 5 parties. Je mets en bas, dans la zone d'info, des petites notes de chapitre qui vous permettent d'écouter 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes prêts ? Alors, je m'excuse s'il y a des Français dans la salle. Les Français n'ont pas le beau rôle. 1. Même des plus grandes horreurs, l'ironie est rarement absente. Elle intervient directement dans la façon dont les événements se combinent, tandis que parfois elle n'est due qu'à la façon arbitraire dont se relient les personnes et les lieux. De la dernière catégorie, ce splendide exemple, dans un cas lié à la vieille ville de Providence, où dans les années 1840, Edgar Allan Poe a souvent séjourné, quand il a vainement fait la cour à notre poète si douée, Madame Whitman. Poe s'hébergeait en général Mansion House sur Benefit Street. Le Golden Ball Inn était un hôtel renommé dont le toit avait abrité Washington, Jefferson et Lafayette.
et sa promenade favorite le menait vers le nord, dans cette rue où vivait Madame Whitman, le petit cimetière à flanc de colline derrière l'église Saint-John, dont l'étendue invisible de vieilles tombes du XVIIe siècle exerçait sur lui une fascination particulière. Maintenant, telle est cette ironie. Dans cette promenade si souvent répétée, le plus grand maître au monde du terrible et du bizarre était obligé de passer devant une maison particulière, côté est de la rue, une misérable, très vieille bâtisse accrochée à la pente abrupte de la colline, avec un grand terrain mal entretenu, datant de quand la région était encore une campagne ouverte. Il n'apparaît pas qu'il n'en ait jamais écrit un mot, et aucune évidence qu'il l'ait seulement remarqué. Et pourtant cette maison, pour les personnes en possession de certaines informations, équivalait ou dépassait en horreur les pires imaginations du génie qui si souvent, était passé là devant, sans rien savoir, et reste impudiquement le symbole du hideux le plus effarant. Cette maison était, et est toujours, d'un type à attirer l'attention des curieux. À l'origine, une ferme ou demi-ferme. Elle illustrait l'ensemble du destin colonial de la Nouvelle-Angleterre du milieu du XVIIIe siècle. Au milieu de l'étage, un toit pentu témoignait de sa première prospérité, abritant greniers et lucarnes, tandis que le portail et la véranda avaient été dictés par le sens du progrès au temps de la Régence. Orienté plein sud, avec un pignon qui tombait sur les plus basses fenêtres du côté est où grimpait la colline, et l'autre élevant ses fondations au-dessus de la rue. Sa construction, il y a plus d'un siècle et demi, avait accompagné le prolongement et l'extension de la route à cet endroit, parce que Benefit Street, qui s'appelait à l'époque Back Street, avait d'abord été un chemin tracé parmi les tombes des premiers colons, et mis au droit seulement après qu'on eut déplacé les ossements de la partie nord du cimetière, lui permettant de couper décemment à travers les anciennes sépultures familiales. Au début, 20 pieds d'herbe abrupte séparaient le mur ouest du chemin. Mais quand, au temps de la Révolution américaine, on l'agrandit, ce fut au détriment du terrain intermédiaire, contraignant à renforcer les fondations par un soubassement de briques, lequel avait entraîné l'aménagement d'une cave profonde, avec sa porte et 2 soupiraux, donnant directement dans la rue, tout près d'où passaient les gens. Quand on ajouta un trottoir, il y a un siècle de cela, le reste d'espace fut supprimé, et Poe, en marchant, ne pouvait remarquer que le mur gris accroché à pic au trottoir et surmonté à 10 pieds de briques par le bardeau corpulent de la maison elle-même. Le terrain, comme celui des autres fermes, s'étendait en arrière de la colline presque jusqu'à Wheaton Street. Le côté sud de la maison, contigu à Benefit Street, mais loin au-dessus de son niveau, formait une terrasse sur un haut remblai de pierres moussues, où s'insérait un escalier de marches étroites, conduisant comme à travers un canyon vers la partie supérieure et sa pelouse galeuse. Restes de murs et de vieilles briques et tout l'attirail des jardins non entretenus, pots de grès brisés, bouilloires démantelés, tombés de leurs trépieds noueux et autres bazars évacués de la porte battue au vent avec son fanal cassé, ses pilastres ioniques pourris et le fronton triangulaire mangé au verre. Quand dans ma jeunesse, j'entendis parler de la maison maudite, c'était parce que des gens y étaient morts en quantité anormale. C'était la raison, disait-on, qui en avait fait déménager les propriétaires originaux 20 ans après l'avoir construite. C'était tout simplement malsain. Peut-être à cause de l'humidité, de ces moisissures qui proliféraient dans la cave, de cette odeur maladive générale, les courants d'air dans les couloirs, ou bien la qualité de l'eau du puits qu'on y pompait. Un faisceau de choses suffisamment détestables, c'est tout ce que j'avais pu recueillir des personnes que je connaissais. Seuls les cahiers de mon oncle archiviste, le docteur Hayou Whipple, me révélèrent finalement les très sombres et vagues hypothèses qui avaient constitué ce courant souterrain de rumeurs parmi les domestiques d'autrefois et les gens simples. Hypothèses qui n'étaient jamais sorties de la ville et qu'on avait oubliées quand Providence eut grandi jusqu'à devenir une métropole à la population moderne et fluctuante. Personne n'avait jamais pour autant,
dans la part la plus solide de la communauté, considérait la maison comme hantée, de quelque façon que ce soit. Aucun de ces contes répandus avec des chaînes traînées, de soudains courants d'air, des lumières brutalement éteintes, des visages à la fenêtre. Les plus engagés disaient seulement que c'était une maison pas de chance, et ne tentaient pas d'aller plus loin. Ce qui était au-delà de toute discussion, c'était qu'une proportion épouvantable de gens étaient morts ici, ou plus précisément, étaient morts ici il y a longtemps, puisque, malgré quelques tentatives au cours des 60 dernières années, la maison était restée inhabitée, et qu'il avait été impossible de la louer. Ces gens n'avaient pas tous été soudain frappés par une seule cause, il semblait plutôt que leur vitalité était insidieusement sapée, que chacun était mort par suite de cette faiblesse évidente qui les aurait naturellement emportés. Et pour ceux qui n'étaient pas morts, selon un degré ou un autre, d'un type d'anémie ou de consomption, ou parfois du déclin de leur faculté mentale, leur état confirmait l'insalubrité de la maison. Quant aux maisons voisines, ajoutons-le, elles semblaient entièrement épargnées de ces caractéristiques nocives. Ce que j'avais appris, avant même de questionner mon oncle avec insistance, le conduisit à me montrer ces notes qui finalement nous embarquèrent tous deux dans cette enquête hideuse. Dans mon enfance, la maison maudite était vide, avec ses arbres desséchés et ratatinés et si vieux, une herbe si louche qu'elle en était suspecte, et des ronces difformes à vous donner des cauchemars sur ce talus où jamais les oiseaux ne venaient nicher. Nous, les enfants, on s'était approprié l'endroit. Et je me souviens encore de mes terreurs de jeunesse, pas seulement pour l'étrangeté morbide de cette végétation sinistre, mais pour l'atmosphère anormale et l'odeur de la maison délabrée, dont nous poussions souvent la porte par simple goût du frisson. Les fenêtres étroites étaient pour la plupart cassées, et l'air sans nom de la désolation était attaché aux boiseries intérieures chancelantes, aux papiers peints en lambeaux, aux escaliers grinçants et autres restes de mobilier brisé qu'on y trouvait. La poussière et les toiles d'araignée ajoutaient leur touche de frayeur. Il aurait été courageux, certes, le gamin qui, volontairement, aurait osé monter l'échelle vers le grenier, vaste espace mansardé, éclairé seulement par la lueur des lucarnes au bout du pignon, et rempli d'une masse de décombres tels que coffres, chaises, rouets, et qu'une suite infinie d'années aurait ensevelis et ornés pour en faire des formes monstrueuses et diaboliques. Mais après tout, le grenier n'était pas le plus terrible endroit de la maison. C'était la cave, froide, humide, qui exerçait sur nous la plus forte répulsion, même si elle était tout entière au-dessus du niveau de la rue, avec seulement une porte très mince et ce mur de briques percé de soupiraux pour la séparer d'un trottoir si passant. Nous ne savions trop si nous y revenions pour sa fascination spectrale ou devions l'éviter pour la sauvegarde et la santé de nos esprits. D'une part, cette mauvaise odeur de la maison était ici plus forte. D'autre part, nous n'aimions pas ces moisissures blanches qui s'y multipliaient dans les étés pluvieux à même le sol de terre dure. Ces moisissures, aux formes aussi grotesques que la végétation dans la cour du dehors, avaient vraiment des contours maladifs. Parodie détestable de champignons vénéneux, de plantes nocives. Nous n'en avions jamais vu de tels dans aucune autre situation. Ils pourrissaient très vite et devenaient alors légèrement phosphorescents, ceux qui y passaient la nuit parlant alors parfois de feux de sorcière derrière les volets brisés des soupiraux aux relents fétides. Jamais, même dans nos humeurs les plus furieusement Halloween, nous n'aurions osé nous y risquer la nuit. Mais lors de quelques visites diurnes, nous avions pu nous-mêmes constater cette phosphorescence, surtout quand le jour était sombre et brumeux.
Il y avait aussi cette chose plus subtile que souvent nous pensions avoir détectée, une chose très étrange, mais certainement la plus suggestive. Je parle d'une sorte de nuage blanchâtre sur le sol poussiéreux, un vague et très variable dépôt de moisis et de salpêtre, dont parfois nous trouvions la trace parmi les moisissures clairsemées devant la gigantesque cheminée qui servait de cuisine dans ce sous-sol. Une fois, cela nous avait frappés en un instant, tant cela ressemblait étrangement à une figure humaine qui aurait doublé de taille, encore que ce ne soit pas le cas général, et que d'autres fois il n'y avait même pas ce dépôt blanc. Un certain après-midi pluvieux, alors que cette illusion nous était apparue phénoménalement forte, j'eus de surcroît l'illusion qu'une sorte d'exhalaison mince, jaunâtre et miroitante, s'élevait de l'accumulation de salpêtre près du foyer bâillant, et je parlais du fait à mon oncle. Il sourit à son étrange manière, mais il me sembla que son sourire était voilé par une réminiscence. J'appris plus tard qu'une observation similaire figurait dans un de ces récits populaires, croyance qui en appelait de la même façon à une forme entre goule et louve, prise par ces vapeurs s'échappant de la grande cheminée, ainsi qu'aux étranges contours que formaient certaines racines des arbres qui avaient trouvé à se frayer chemin dans la cave par le jointoiement des pierres de fondation. 2. Ce n'est pas avant que j'ai atteint l'âge adulte que mon oncle étala devant moi les notes et données qu'il avait recueillies au sujet de la maison maudite. Le docteur Whipple était un médecin raisonnable et conservateur de la vieille école, et pour tout l'intérêt qu'il en éprouvait, il ne se serait pas empressé d'amener de jeunes pensées vers l'anormal. Son propre point de vue postulait simplement un bâtiment et un lieu nettement sous les normes sanitaires qui n'avaient rien à voir avec l'extraordinaire. Mais il comprenait que le côté pittoresque qui avait éveillé son propre intérêt pouvait, dans l'esprit imaginatif d'un adolescent, s'associer à toutes les plus épouvantables inventions. Le docteur était célibataire, cheveux blancs, rasés de près, un gentleman ancienne manière, un historien local remarqué, qui avait souvent porté le débat avec des gardiens de la tradition comme Sidney S. Rider ou Thomas W. Becknell. Il vivait avec un seul domestique dans une propriété style Régence, avec heurtoir, galerie de fer forgé, sinistrement accrochée sur une pente abrupte de la North Scout Street, près d'un vieux bâtiment de briques coloniales où son grand-père, un cousin de ce célèbre corsaire, le capitaine Whipple, qui avait équipé et armé pour Sa Majesté le schooner Gaspee en 1772, pendant la séance législative du 4 mai 1776, avait voté pour l'indépendance du Rhode Island. Autour de lui, dans sa bibliothèque sombre et voûtée, parmi les panneaux blancs de vieillesse et les moulures trop lourdement sculptées, avec ses étroites fenêtres aux petits carreaux ombreux, il gardait les reliques et archives de son ancienne famille, et parmi elles, de nombreuses et discutables allusions à la maison maudite de Benefit Street. Et ce lieu, saisi par la peste, n'était pas si loin, puisque Benefit Street court à flanc de colline juste au-dessus du tribunal, sur cette pente qu'avaient grimpée les premiers colons. Quand mon insistance à le harceler, après que j'eus atteint la maturité, décida finalement mon oncle à évoquer ces rumeurs accumulées, elles tissèrent devant moi une chronique bien étrange. Sur une telle durée, avec une telle fréquence, et cette terne généalogie qui en émergeait, elle constituait le fil continu d'une horreur troublante, tenace, et d'une malveillance surnaturelle qui m'impressionnèrent encore plus qu'elles avaient impressionné le bon médecin. Des événements indépendants s'imbriquaient dans un seul bloc disparate, et des détails apparemment sans importance révélaient des mines hideuses de possibles. Une curiosité neuve et brûlante grandissait en moi, à côté de quoi mes curiosités adolescentes semblaient chétives et bouillonnantes. Cette première collation
nous mena à une recherche exhaustive, et finalement à cette quête vibrante qui se révéla si désastreuse pour moi et pour les miens. Parce que mon oncle avait insisté pour me rejoindre dans cette recherche que j'avais commencée, et qu'à la fin d'une certaine nuit dans cette maison, il n'est pas revenu. Je suis seul, et je n'ai plus auprès de moi ce doux esprit tant d'années occupé seulement d'honneur, de vertu et de goût, d'étude, de bienveillance. J'ai érigé un monument de marbre à sa mémoire dans le cimetière Saint John, cet endroit que Poe aimait tant. Le bosquet dérobé de saules géants, où les tombes et pierres tombales se blottissent doucement entre les masses blanches de l'église et les maisons et murs de soutènement de Benefit Street. L'histoire de la maison commençait par un labyrinthe de dates qui ne révélait aucune trace sinistre, ni à propos de sa construction, ni à propos de l'honorable et prospère famille qui l'avait construite. Pourtant, se révéla dès le début l'ombre de cette calamité, dont les manifestations physiques devinrent apparentes. La maison maudite, semble-t-il, fut d'abord habitée par William Harris et sa femme Robbie Dexter avec leurs enfants, Elkanah, né en 1755, Abigail, née en 1757, William Jr., né en 1759, et Ruth, née en 1761. Harris était un navigateur, un marchand important du commerce avec les Indes de l'Ouest, travaillant pour la compagnie d'Obadiah et ses neveux. Après la mort de Brown en 1761, la nouvelle compagnie de Nicholas Brown & Co. fit de lui le capitaine du brick de 120 tonnes, la Prudence, construit à Providence, lui permettant d'ériger cette propriété familiale à laquelle il rêvait depuis son mariage. Il en avait choisi le site, une partie récemment tracée de la nouvelle Back Street à la mode, qui longeait la pente de la colline au-dessus du populeux Cheapside. C'était exactement ce qu'il voulait, et le bâtiment rendit justice au lieu. Ses moyens modestes ne pouvaient mieux lui offrir, et Harris se hâta d'y emménager avant la naissance du 5e enfant qu'attendait sa famille. L'enfant, un garçon, vint en décembre, et il était mort-né. Il n'y eut plus jamais de naissance dans cette maison, pendant 1 siècle et demi. En avril suivant, la maladie s'en prit à leurs enfants. Abigail puis Ruth moururent avant que le mois fût échu. Le docteur Job Ives diagnostiqua les troubles d'une fièvre infantile, bien que d'autres déclarassent qu'il s'agissait d'un symptôme de dépérissement, de déclin. Cela sembla, en tout cas, être contagieux. Hannah Bowen, une des 2 domestiques, mourut au mois de juin suivant. Ellie Lyderson, l'autre domestique, se plaignait constamment de faiblesse. Il serait reparti volontiers à la ferme paternelle, à Rehoboth, si ce n'avait été sa soudaine liaison à Mabel Pierce, qui avait été engagée pour remplacer Hannah. Il mourut l'année suivante, une triste année, c'est sûr, puisque marquée par la mort de William Harris lui-même, affaibli comme il l'était par le climat de la Martinique, où ses occupations l'avaient maintenu un temps considérable dans les dernières décennies. Sa veuve, Robbie Harris, ne se remit jamais du choc de la mort de son mari, et 2 ans plus tard, le décès de sa première-née, Elkanah, porta un coup final à sa raison. Victime en 1768 d'une forme bénigne de folie, elle resta confinée dans la partie supérieure de la maison. Sa sœur aînée, jamais mariée, Mercy Dexter, avait emménagé pour prendre soin de la famille. Mercy était une fille simple, bien charpentée, de belle force, mais sa santé déclina visiblement depuis le moment de son arrivée. Elle était grandement dévouée à la sœur infortunée, avait une affection toute spéciale pour le seul survivant de ses neveux, William, qui de robuste enfant était devenu maladif et maigre et chalas. Cette année-là mourut une domestique, Mabel, et l'autre domestique, Preserved Smith, partit sans explication claire, ou tout au moins avec un conte embarrassé, comme quoi il ne supportait pas l'odeur du lieu. Pendant un temps, Mercy dut se débrouiller sans autre aide, depuis qu'avec les 7 morts et le cas de folie, tout cela en moins de 5 ans, la rumeur, qui devait plus tard devenir si obsédante, avait commencé à se répandre. Elle finit par recruter 2 domestiques qui n'étaient pas de la ville. Anne White, une dame morose venue du nord de Kingston, qu'on nomme maintenant Exeter,
et un garçon de Boston très capable, Zenas Slough. C'est Anne White qui donna la première sa forme définitive à la sinistre rumeur sans fondement. Mercy aurait dû en savoir un peu plus avant de recruter quelqu'un provenant de la campagne de Noseneck Hill, qui gardait de nombreuses forêts sauvages et les plus inconfortables superstitions. Encore en 1892, pour prévenir certaines apparitions qui mettaient supposément en danger la paix et la santé publique, les gens d'Exeter exhumèrent un cadavre et brûlèrent son cœur en cérémonie. On peut imaginer ce qu'aurait entraîné un tel geste en 1768. La langue de Dame Anne faisait son pernicieux travail. Et au bout de quelques mois, Mercy la renvoya, la remplaçant par une aimable amazone de confiance venue de Newport, Maria Robbins. La pauvre Robbie Harris, cependant, dans sa folie, donnait voix à des rêves et des imaginations de la plus hideuse sorte. Par moments, ses cris devenaient insupportables, et pendant de longues périodes, c'étaient des hurlements si aigus qu'on dut envoyer provisoirement son fils chez un cousin, Peleg Harris, rue du Presbytère, près des nouveaux bâtiments de l'université. Après ces séjours, l'adolescence semblait se porter mieux, et si Mercy avait été aussi sage qu'elle était douée de bonnes intentions, elle l'aurait laissé vivre définitivement chez Peleg. Ce que hurlait Madame Harris dans les pics de violence, la tradition hésite à le dire, ou plutôt en rapporte des contes si extravagants qu'ils s'annulent eux-mêmes à force de pure absurdité, et le plus absurde en est d'apprendre qu'une femme ayant seulement été éduquée à quelques rudiments de français pouvait crier pendant des heures des grossièretés idiomatiques dans cette langue. Ou bien que cette même personne, seule et surveillée, se plaignait furieusement qu'elle voyait des choses qui la mordaient et blessaient. En 1772, le domestique Zonas mourut, et quand Madame Harris l'apprit, elle se mit à rire d'une joie choquante qui lui était parfaitement étrangère. L'année suivante, c'est elle qui mourut, et on la mena à reposer dans le cimetière du Nord, auprès de son mari. Au déclenchement des troubles avec la Grande-Bretagne en 1775, William Harris, bien qu'il eût à peine 16 ans et soit de faible constitution, réussit à se faire recruter dans le corps d'observateur du général Greene. Et de ce temps, on se félicita de le voir grandement regagné en santé et en prestance. En 1780, en tant que capitaine des forces du Rhode Island dans le New Jersey, sous le commandement du colonel Angel, il rencontra et se maria avec Phoebe Hatfield d'Elizabethtown, qu'il ramena à Providence une fois libéré avec honneur l'année suivante. Le retour du jeune soldat n'est pas un bonheur sans mélange. La maison, c'est sûr, était encore en bonne condition, les rues avaient été élargies, on avait changé le nom de Back Street pour celui de Benefit Street, mais l'ancienne et robuste constitution de Mercy Dexter s'était évanouie. Long et triste déclin, c'était maintenant une silhouette pathétique et voûtée, avec une voix caverneuse et une pâleur déconcertante, qualité qu'elle partageait à un degré singulier avec la servante qui restait, Maria. À l'automne de 1782, Phoebe Harris donna naissance à une fille, morte-née, et dans la quinzaine suivante, Mercy Dexter prenait congé d'une vie utile, austère, vertueuse. William Harris. Enfin, on ne peut plus convaincu de la radicale insalubrité de sa demeure, prit ses mesures pour la quitter et fermer à jamais. S'installant par sécurité pour lui et sa femme dans le Golden Ball Inn qui venait d'ouvrir, il fit ériger une nouvelle et belle maison sur Westminster Street, là où la ville se développait, de l'autre côté du Grand Pont. C'est là, en 1785, que naquit son fils Duty. C'est là, en 1785, que naquit son fils, Duty. Et là que la famille habita jusqu'à ce que l'envahissement du commerce les refoule de l'autre côté de la rivière, à mi-colline, sur Angel Street, et le nouveau quartier résidentiel de l'Est, où feu Archer Harris avait fait construire ce somptueux mais affreux cottage à toit français en 1876. William et Phoebe succombèrent tous deux à l'épidémie de fièvre jaune de 1797, mais Duty fut élevé avec ses cousins Radbourne Harris. William et Phoebe
succombèrent tous deux à l'épidémie de fièvre jaune de 1797, mais Doughty fut élevé avec son cousin Rathbone Harris, fils de Peleg. Rathbone était un homme pratique et loua la maison de Benefit Street, malgré le souhait de William qu'elle reste vide. Il considérait comme son devoir, vis-à-vis de son pupille, de tirer le meilleur rapport des propriétés de l'enfant, et il ne se sentait pas concerné par les morts et maladies qui avaient fait tant de dégâts parmi les occupants, et l'aversion si fortement grandissante avec laquelle la maison était désormais généralement considérée. C'est même probable qu'il ressentit comme une vexation, en 1804, l'obligation que lui firent les membres du conseil municipal d'une fumigation au soufre, goudron et gomme camphrée à propos de la mort discutée de 4 personnes, probablement due à cette épidémie de fièvre alors en régression. Il disait que cette maison avait une odeur de fièvre. Doughty lui-même s'occupa peu de la maison, puisque, une fois grandi, il devint corsaire et servit avec distinction sur le Vigilant avec le capitaine Caon lors de la guerre de 1812. Il revint indemne, se maria en 1814 et devint père cette mémorable nuit du 23 septembre 1815, quand cette si grande bourrasque poussa les eaux de la baie sur la moitié de la ville et qu'on vit un grand sloop flotter dans Westminster Street, de telle façon que ses mâts, heurtant les fenêtres des Harris, semblaient symboliquement affirmer que le nouveau-né, Welcome, serait aussi un marin. Welcome ne survivrait pas à son père, mais vécut assez pour mourir glorieusement à Fredericksburg en 1862. Ni lui, ni son fils Archer ne savaient rien de la maison maudite, sinon qu'une nuisance la rendait impossible à louer à cause de cette odeur maladive et moisie venue d'âges immémorables. Et de fait, elle n'avait jamais été relouée après la série de morts culminant en 1861, quand la fièvre du temps de la guerre s'éloigna dans l'obscurité. Carrington Harris, le dernier rejeton mâle de la lignée, n'y voyait que le lieu abandonné et pittoresque d'une légende, jusqu'à ce que je lui en dise ma propre expérience. Il avait l'intention de la raser et d'y construire un immeuble de rapport, mais après ce que je lui en dis, décida de la conserver, d'y installer une plomberie moderne et de la louer. Et bien sûr, il n'eut aucune difficulté à trouver des locataires, l'horreur avait disparu. Ouah. Et dans cette partie historique, on retrouve des tas de noms qui sont aussi ceux de la famille de Lovecraft, le petit cimetière Saint John, mais aussi le cimetière du Nord où lui-même est enterré. Et juste à côté de cette maison telle qu'elle est décrite, moi, celle qui me faisait le plus penser à ce récit, c'est tout simplement une maison mortuaire. Et cette maison mortuaire, lui, il est mort à l'hôpital, on l'a ramené ici. Il a attendu 2 jours avant qu'on l'emmène au cimetière. Et toute cette histoire qui se refait là avec la guerre d'indépendance, avec la guerre civile, et puis même les bateaux et les naufrages et les batailles sont vérifiés. Simplement, c'est parce que ces éléments sont vérifiables que la fiction prend son autorité. 3. On peut imaginer combien puissamment j'avais été affecté par les annales des Harris. Dans cet inventaire continu, il me semblait que nichait un démon au-delà de toute chose naturelle que j'avais connue. Un démon évidemment relié à la maison et non pas à la famille. Cette impression fut encore confortée par le tableau de données diverses, moins systématiques de mon oncle, rumeurs transcrites depuis les potins des domestiques, coupures de journaux, extraits de registres de décès par ses collègues médecins, et ainsi de suite. À tous ces éléments, je n'aurais guère pu ajouter mon oncle ayant été un infatigable archiviste qui avait pris très au sérieux l'histoire de la maison maudite. Mais je pouvais m'appuyer sur plusieurs points dominants, lesquels revenaient de façon sérieuse et remarquée par leur récurrence dans diverses sources. Par exemple, ces potins des domestiques étaient pratiquement unanimes à attribuer aux moisissures de la cave malodorante cette influence démoniaque. Il y avait eu des domestiques, Han White notamment,
qui n'utilisait jamais la cuisine de la cave, et au moins 3 récits très précis pour ressasser ces formes quasi humaines ou diaboliques prises par les racines ou les traces de salpêtre dans le sous-sol. Ces derniers récits m'intéressaient profondément, parce qu'ils corroboraient ce que j'avais vu dans mon enfance, mais il me semblait que la plus grande part de leur signification avait dans chaque cas été largement obscurcie par des additions prises au folklore habituel des histoires de fantômes. Anne White, lestée de ces superstitions d'Exeter, avait édicté le conte le plus extravagant et en même temps le plus consistant, alléguant qu'un de ces vampires devait être enterré sous la maison, morts qui gardaient éveillés leur corps et leur esprit par le sang et le souffle des vivants, et lançaient la nuit vers leur proie une hideuse légion de formes ou d'esprits. Pour détruire un vampire, on devait, disaient les grands-mères, l'exhumer et brûler son cœur, ou à tout le moins planter un pieu à travers cet organe, et l'insistance acharnée d'Anne à en chercher un sous la cave avait été le motif premier de son renvoi. Son boniment néanmoins reçut un large écho, et parce que la maison reposait sur un terrain d'abord utilisé pour des tombes, y prenait appui. Pour moi, l'intérêt de ces récits dépendait moins de cette circonstance que de la façon particulièrement appropriée dont ils concordaient avec d'autres éléments, comment Preserved Smith, celle qui avait précédé Anne White, et n'avait jamais entendu parler d'elle, se plaignit en démissionnant que quelque chose lui suçait la respiration la nuit. Et les certificats de décès des victimes de la fièvre de 1804, établis par le docteur Chad Hopkins, qui montraient pour les 4 personnes décédées un inexplicable manque de sang, ou les passages obscurs des délires de la pauvre Robbie Harris, quand elle se plaignait des dents aiguës et d'une présence semi-invisible aux yeux de verre. Libre de toute superstition injustifiée comme je l'étais, ces éléments produisirent en moi une sensation étrange, renforcée par quelques articles de journaux parfaitement distincts relatifs aux morts dans la maison maudite, l'un de la Providence Gazette and Country Journal du 12 avril 1815, l'autre du Daily Transcript and Chronicle du 27 octobre 1845, chacun détaillant une épouvantable et sinistre circonstance dont la duplication devenait remarquable. Il semblait, dans les 2 cas, que la personne agonisante, en 1815 une brave vieille dame nommée Stafford, et en 1845 un maître d'école d'âge respectable nommé Eleazar Duffy, furent transfigurés d'horrible façon, scrutant d'un regard vitreux et tentant de mordre à la gorge le médecin qui les traitait. Encore plus mystérieux cependant, ce dernier cas, après lequel on mit fin à la location de la maison, au terme d'une série de morts par anémie, précédée d'une folie progressive dans laquelle le patient rusait pour attenter à la vie de ses proches en leur incisant le cou ou le poignet. C'était en 1860 et 1861. Alors que mon oncle avait juste commencé sa carrière médicale, qu'elle avait collecté ses faits rapportés par 2 collègues, ses aînés, avant de partir au front. La chose vraiment la plus inexplicable, c'était la façon dont les victimes, des gens ignorants parce que la mauvaise odeur et la réputation de maison maudite auraient interdit de la louer à d'autres, bredouillaient des imprécations en français, langue qu'aucun d'eux n'aurait pu apprendre nulle part. Cela rappela à quelqu'un le pauvre Robbie Harris, il y a bientôt 100 ans, et les récits que mon oncle à son retour de la guerre, recueillis de première main des docteurs Chase et Whitmar, le décidèrent à commencer d'accumuler ces données sur l'histoire de la maison. Bien sûr, je constatais que mon oncle avait réfléchi en profondeur au sujet, et qu'il était heureux de mon propre intérêt, un intérêt bien compris, d'esprit ouvert, qui nous permit de débattre de faits dont bien d'autres se seraient moqués. Son imagination n'était pas allée si loin que la mienne, parce qu'il supposait le lieu avare en possibilités imaginaires, et pas même susceptible d'inspirations imméritées dans le champ du grotesque et du macabre. Pour ma part, j'étais disposé à reprendre le sujet avec un profond sérieux, et commençais par non seulement reprendre les évidences, mais accumuler le plus d'éléments possibles. Avant sa mort, en 1916,
J'avais plusieurs fois parlé avec le vieil Archer Harris, alors propriétaire de la maison, et obtenu de lui et de Alice, sa sœur célibataire qui vivait encore, une authentification des éléments familiaux rassemblés par mon oncle. Cependant, quand je leur demandais quel lien la maison pouvait avoir avec la France ou sa langue, ils se confessèrent aussi franchement déroutés et ignorants que je l'étais. Archer ne savait rien, et tout ce que Mme Harris put dire consistait en une allusion que son grand-père, Duty Harris, avait soi-disant entendue et qui pourrait nous procurer un peu de lumière. Le vieux marin, qui avait survécu pendant 2 ans à la perte de son fils à la guerre, ne savait rien lui-même de la légende, mais il se souvenait que sa première gouvernante, Maria Robbins, était sinistrement au courant de quelque chose qui aurait pu donner une signification surnaturelle aux délires en français de Robbie Harris, qu'elle avait si souvent entendu dans les derniers jours de cette malheureuse femme. Maria avait vécu à la maison maudite de 1769 jusqu'au départ de la famille en 1783. Elle avait vu Mercy Dexter mourir. Elle avait fait devant Duty enfant allusion à un détail vraiment particulier concernant les derniers moments de Mercy, sauf qu'il avait bientôt tout oublié de ce que c'était, à part que c'était vraiment particulier. Sa petite fille elle-même se souvenait de cela avec difficulté. Elle et son frère n'étaient pas tant intéressés par la maison qu'elle était Carrington, le fils d'Archer, actuel propriétaire, auquel je fis part de mon expérience, ayant pris de la famille Harris toute l'information qu'elle pouvait me fournir. Mon attention se porta vers les premiers registres de la ville, que j'étudiais avec un zèle plus complet que celui déployé à l'occasion par mon oncle pour le même travail. Ce que je voulais, c'était comprendre l'histoire du site depuis sa première occupation en 1636, ou même plus tôt si quelques légendes des Indiens Narragansett pouvaient être exhumées pour compléter les données. J'appris que cet emplacement avait fait partie d'une longue bande de terrains à bâtir, attribuée tout d'abord à un John Throckmorton, l'un parmi de nombreux autres terrains depuis où Thorn Street partait de la rivière pour finir au haut de la colline, sur une ligne correspondant à peu près à notre moderne Hope Street. Bien sûr, le lot Throckmorton avait ensuite été subdivisé, et je me consacrais assidûment à étudier cette section à travers laquelle on traça Back Street, devenue Benefit Street. C'était, du moins la rumeur le disait, les sépultures des Throckmorton. Mais comme j'étudiais les registres d'encore plus près, je découvris que leur tombe avait été très tôt transférée cimetière du Nord, celui de West Street à Pawtucket. Alors, mais par un coup de chance, puisque ce n'était pas dans le registre principal et que j'aurais pu facilement passer à côté, je tombai sur quelque chose qui attira brutalement mon attention, s'emboîtant à plusieurs des plus bizarres éléments de l'affaire. C'était l'enregistrement d'un bail, en 1697, d'un petit carré de terre à un Étienne Roulet et sa femme. Enfin, l'élément français était apparu. Ce qui, cela plus un autre élément de profonde horreur que ce nom faisait réapparaître depuis les plus sombres recoins de mes lectures si étranges, si hétérogènes, que j'étudiais fiévreusement le cadastre du lieu, avant qu'il fût coupé en deux par la mise au droit de Back Street entre 1747 et 1758. Je trouvais ce à quoi je m'attendais, à moitié. Là où était la maison maudite, les Roulets avaient leur sépulture derrière un cottage, un seul rez-de-chaussée plus grenier, et il n'y eut aucun enregistrement d'un éventuel transfert des tombes. Le document, bien sûr, n'était pas exempt de bien des confusions. Je dus mettre à sac aussi bien la Société historique du Rhode Island que la bibliothèque Shapley, avant de trouver une piste locale associée au nom d'Étienne Roulet. À la fin, je tombais sur quelque chose d'assez vague et monstrueux, pour que je reparte examiner la cave de la maison maudite elle-même avec une minutie toute nouvelle et passionnée. Ces Roulets, semblait-il, étaient arrivés en 1696 depuis East Greenwich,
tout en bas de la rive ouest de la baie de Narragansett. C'étaient des Huguenots de Caen, qui avaient rencontré beaucoup d'opposition avant que le conseil de Providence leur accorde de s'installer dans la ville. Leur impopularité était restée tenace à Greenwich, où ils étaient arrivés dès 1686, après la révocation de l'édit de Nantes, et la rumeur dit que la cause de l'aversion qu'ils suscitaient allait bien plus loin que les préjugés raciaux ou nationaux, quand le pays s'enfonçait dans les disputes entre Anglais et colons français, rivalité que le gouverneur Andros ne pouvait plus étouffer. Mais leur protestantisme ardent, trop ardent, persiflait certains, et leur détresse évidente lorsqu'ils arrivèrent au village dans la baie leur avait acquis la sympathie des fondateurs de la ville. Ici, les étrangers avaient trouvé un havre, et à Étienne roulait le basané, moins apte à l'agriculture qu'à lire des livres bizarres et dessiner de bizarres diagrammes. Le clergé fit donner un emploi dans les entrepôts, quai Pardon-Tillinghast, au sud de Town Street, ce qui ne les empêcha pas de s'affronter, peut-être 40 ans plus tard, en tout cas après la mort de Roulet, après quoi personne n'entendit plus jamais parler de cette famille. Pendant un siècle et plus, semblait-il, on se souvenait bien des Roulet, fréquemment évoqués dans les événements qui avaient pu secouer la vie tranquille du port de Nouvelle-Angleterre. Quant au fils d'Étienne, Paul, un homme revêche, dont la conduite irrégulière avait probablement provoqué cet affrontement qui effaça sa famille, c'était un sujet de réflexion. Et bien que Providence n'ait jamais succombé à la sorcellerie panique de ses voisins puritains, de vieilles femmes avaient librement confié que ces prières n'étaient jamais dites à l'exact moment, ni ne concernaient l'exact objet. Tout cela avait incontestablement formé la base des rumeurs élaborées par la vieille Maria Robbins. Quelle relation avec le délire en français de Robbie Harris et d'autres occupants de la maison maudite, l'imagination ou de futures découvertes pouvaient seules le déterminer. Je me demandais combien de ceux qui avaient propagé ces rumeurs auraient pu établir le lien que mes lectures approfondies me permettaient d'établir. Élément troublant dans les annales de l'horreur morbide qui évoque cette créature, Jacques Roulet, de Caen, qui en 1598 avait été condamné au bûcher pour pratique diabolique, mais gracié ensuite par le Parlement de Paris et enfermé dans une maison de fous. On l'avait retrouvé couvert de sang, de lambeaux de viande, dans une forêt, peu de temps après l'assassinat et le dépeçage d'un enfant par un couple de loups. Un loup avait été vu s'enfuir sans blessure. Sûrement un joli conte de bonne volonté, mais qui prenait une étrange résonance avec la maison maudite. Et j'estimais qu'à Providence, on avait pu y avoir accès. Si les habitants avaient su la coïncidence des noms, ils auraient eu peur et pris des mesures drastiques, à moins que ce ne soient ces choses-là, chuchotées, qui aient précipité cet affrontement, après quoi les Roulets furent éliminés de la ville. Je me prenais à visiter le lieu maudit avec une fréquence grandissante, étudiant la végétation malsaine du jardin, examinant les murs de fondation et scrutant chaque pouce carré du sol de terre dans la cave. Finalement, avec la permission de Carrington Harris, je remis en état la serrure de la porte inutilisée donnant directement de la cave sur Benefit Street, préférant disposer d'un accès direct à l'extérieur plutôt que passer par l'escalier noir, le vestibule et la porte de devant. Ici, où la morbidité menaçait plus épaissément, je cherchais et fouillais durant de longs après-midi, tandis que les rayons du soleil filtraient à travers les toiles d'araignée des soupiraux au-dessus du sol, et qu'un reste de sécurité me parvenait de la porte déverrouillée à quelques pieds seulement du tranquille trottoir du dehors. Rien qui récompensât mes efforts. Rien que la même odeur de moisie déprimante et ces faibles suggestions d'émanations nauséabondes et les dessins de salpêtre sur le sol. Et j'imagine que nombreux furent les passants à m'examiner curieusement à travers les vitres cassées. À la fin, sur la proposition de mon oncle, je décidai d'essayer d'y revenir de nuit.
et un minuit d'orage. Les rayons de ma lampe torche parcouraient le sol moisi avec les formes troublantes et distordues de ses phosphorescences. La cave m'avait curieusement découragé ce soir-là. Et je n'étais qu'à peu près préparé quand je vis, ou pensais que je vis, parmi le dépôt blanchâtre, un exemple particulièrement marqué de cette forme blottie que je suspectais depuis l'adolescence. Sa clarté était étonnante et sans précédent, et comme je la regardais, il me sembla voir de nouveau la fine, jaunâtre, chatoyante exhalaison qui m'avait fait tressaillir cet après-midi pluvieux tant d'années auparavant. Elle s'éleva au-dessus de ces tracés anthropomorphes du moisi dans la cheminée, une vapeur subtile, maladive, mais lumineuse, qui, alors qu'elle restait suspendue et tremblante dans l'humidité, sembla développer les vagues et choquantes suggestions d'une forme s'estompant progressivement, puis disparaissant dans l'obscurité de la grande cheminée avec cette odeur fétide dans son sillage. C'était véritablement horrible. Et particulièrement pour moi, qui en savais tant sur l'endroit. Me refusant à m'enfuir, je la regardais s'évanouir, et à mesure que je regardais, je ressentis qu'elle me regardait à son tour, avec des yeux cependant plus imaginaires que visibles. Quand je racontais tout cela à mon oncle, cela le secoua terriblement. Après une heure tendue de réflexion, il en arriva à prendre une définitive et drastique décision, pensant en son âme à l'importance des faits et à notre relation à ce qu'ils signifiaient. Il insista pour que nous deux affrontions et si possible vainquions l'horreur de la maison en nous établissant ensemble une nuit ou autant de nuits qu'il le faudrait pour une veille agressive dans cette cave refermée et moisie. Le mercredi 25 juin 1919. Après en avoir dûment informé Carrington Harris, mais sans l'avertir de nos hypothèses sur ce que nous nous attendions à trouver, mon oncle et moi installions dans la maison maudite 2 fauteuils et un lit de camp, plus un certain appareillage scientifique de grand poids et complexité. Nous avions transporté ce matériel dans la cave l'après-midi, obturant les soupiraux avec du papier huilé et prévoyant de revenir le soir pour notre première veille. Nous avions refermé la porte qui menait de la cave à l'étage, et disposant de la clé extérieure de la cave, nous pouvions laisser ces appareils chers et fragiles que nous nous étions procurés secrètement et à grands coups, autant de temps que nos veilles devaient se prolonger. Notre idée était de rester assis ensemble le plus tard possible, puis de veiller jusqu'à l'aurore en nous relayant toutes les 2 heures, moi le premier, puis mon compagnon, celui qui n'était pas de guet pouvant se reposer sur le lit de camp. L'autorité naturelle, avec laquelle mon oncle se procura ses instruments des laboratoires de l'université Brown et de l'armerie de Cranton Street, donnait déjà la direction de notre entreprise et constituait un merveilleux commentaire de la vitalité potentielle et de l'énergie d'un homme de 81 ans. Helio Whipple avait vécu selon les règles de l'hygiène qu'il avait enseignées comme médecin, et, hors ce qu'il allait devoir affronter ici même, il était dans sa pleine vigueur. 2 personnes seulement étaient prévenues de ce qui se ferait, Carrington Harris et moi-même. Je mis Harris au courant parce qu'il était le propriétaire de la maison et devait savoir ce qui s'y déroulait. De même, nous lui avions parlé bien en amont de notre recherche, et j'avais comme mon oncle l'intuition qu'il pourrait comprendre et nous venir en aide lorsqu'il serait vitalement nécessaire de produire quelques explications publiques. Il devint légèrement pâle, mais accepta de nous aider, et d'autant qu'en ce cas, ce serait facile pour lui de louer la maison de nouveau. Dire que nous n'étions pas nerveux cette nuit pluvieuse de notre première veille serait une exagération à la fois flagrante et ridicule. Nous n'étions d'aucune façon, je l'ai dit, naïvement superstitieux, mais une approche scientifique et la réflexion nous avait appris que l'univers connu à 3 dimensions n'embrassait. Dire que nous n'étions pas nerveux cette nuit pluvieuse de notre première veille serait une exagération à la fois flagrante et ridicule.
Nous n'étions d'aucune façon, je l'ai dit, naïvement superstitieux. Mais une approche scientifique et la réflexion nous avaient appris que l'univers connu à 3 dimensions n'embrassait qu'une mince partie de la substance et de l'énergie du vaste cosmos. Dans ce cas, une évidence prépondérante, submergente, depuis tant de sources authentifiées, désignait avec ténacité l'existence de certaines forces d'un haut pouvoir. Ainsi, pour autant que le point de vue humain soit ici concerné, qu'une malignité exceptionnelle. En déduire que nous croyions aux vampires et loups-garous aurait été un résumé bien hâtif et négligent. Disons plutôt que nous n'étions pas prêts à nier la possibilité de certaines modifications inconnues et secrètes de notre force vitale et de notre substance organique. Mais cela se manifeste de façon si rare dans l'espace tridimensionnel à cause de ces connexions intimes avec les autres dimensions spatiales, même venant assez près de nos limites pour nous en fournir des manifestations occasionnelles, que faute d'une observation directe, nous n'aurions aucun espoir d'en rien comprendre. En résumé, il nous semblait à mon oncle et moi-même qu'un faisceau non controversé d'éléments désignait une influence persistante dans la maison maudite, qu'on pouvait en remonter l'origine jusqu'à l'un ou l'autre de ces colons français malsains 2 siècles auparavant et qui se manifestait par des lois rares et inconnues de la marche des atomes et électrons. Que l'attribut de ces roulés ait été en relation anormale avec des cercles et entités du dehors, les sphères sombres qui ne provoquent pour les gens normaux que répulsion et terreur, les archives de son histoire semblaient le prouver. Est-ce qu'alors cet affrontement des années 1673 n'avait pas provoqué de l'un ou l'autre de ses membres, notamment le sinistre Paul Roulet, qui avait obscurément survécu à son corps assassiné et mis en terre par la foule, et continuait à fonctionner dans une sorte d'espace multidimensionnel via les lignes de force engendrées par sa haine effrénée de la communauté usurpant le lieu. Une telle chose n'était certainement pas une impossibilité physique ou biochimique à la lumière des nouvelles sciences, y compris la théorie de la relativité et celle de l'interaction atomique. On peut imaginer facilement qu'un noyau de substance ou d'énergie extraterrestre, qu'elle ait forme ou pas, soit gardé en vie par d'imperceptibles et immatériels étirements des forces vives et des tissus et fluides organiques d'autres vies plus palpables dans lesquelles il pénètre et auxquelles parfois il se mêle complètement. Cela peut être activement hostile ou dicté principalement par des motifs aveugles d'autopréservation. Dans tous les cas, un tel monstre reste par nécessité, dans notre ordre des choses, une anomalie et un intrus, dont l'extirpation constitue un devoir primaire pour tout être humain qui n'est pas un ennemi de la vie, de la santé et de l'hygiène du monde. Ce qui nous déroutait, c'était notre ignorance complète de l'aspect sous lequel nous rencontrerions la chose. Personne de sensé ne l'avait jamais vue, et très peu l'avaient effectivement perçue. Cela pouvait être une énergie pure, une forme éthérée ou en dehors du royaume de la substance, ou pouvait être en partie matérielle, une masse plastique inconnue et équivoque, capable de se changer à volonté en approximation nébuleuse d'états solides, liquides, gazeux ou de particules à peine perceptibles. Les dessins anthropomorphes du moisi sur le sol, la forme de la vapeur jaunâtre et les figures des racines d'arbres dans quelques-uns des vieux contes, tout argumentait cependant pour une lointaine et persistante connexion avec une forme humaine. Mais avec quelle similarité représentative ou permanente, personne pour avoir su le dire avec certitude. Nous avions prévu 2 armes pour la combattre. Un très grand tube à décharge de Crookes, alimenté spécialement par de puissantes batteries, et une saisie. Nous avions prévu 2 armes pour la combattre. Un très grand tube à décharge de Crookes, alimenté spécialement par de puissantes batteries, et une série étudiée d'écrans et réflecteurs au cas
où elle s'avérerait intangible et qu'on ne pourrait s'y opposer que par de vigoureuses et destructives radiations d'éther, plus une paire de lance-flammes militaires d'un modèle inventé durant la dernière guerre mondiale. Si la forme s'avérait partiellement matérielle et susceptible de destruction physique, et de la même façon que les légendes superstitieuses d'Exeter, nous étions prêts à brûler le cœur de la chose si elle avait un cœur à brûler. Tous ces engins d'agression, nous les avions déposés dans la cave en prenant la précaution de les disposer tout près du lit de camp et des fauteuils braqués sur la cheminée où le moisi avait pris ses formes étranges. Ces dessins suggestifs, d'ailleurs, n'étaient qu'à peine visibles quand nous avions placé nos objets et instruments, quand nous y sommes retournés le soir pour cette première veille. Pendant un moment, je doutais même de si je les avais vus dans une forme mieux avérée, ou si je m'étais laissé prendre aux légendes. Notre veille dans la cave commença à 10 heures du soir, quand s'estompa la lumière du jour, et nous continuâmes à ne percevoir aucune promesse de développement pertinent. Une lueur faible et filtrée provenait des réverbères au dehors, assaillis par la pluie, et la faible fluorescence de ces détestables moisissures au dedans laissait paraître la pierre suintante des murs, où toute trace de chaux avait disparu. Le sol de terre battue, humide, fétide, teinté de rouille, avec ses moisissures obscènes, les restes pourris de ce qui avait été tables, chaises et tabourets et autres mobiliers sans forme, les lourdes solives et les poutres massives du plancher au-dessus, la porte de plancher décrépite menant à des celliers et à d'autres salles sous le reste de la maison, l'escalier de pierre s'effritant avec sa balustrade de bois ruiné, et la rudimentaire et caverneuse cheminée de briques noires où des fragments de fer rouillés révélaient la présence de crochets, chenets, broches et trépieds, et la niche du four hollandais laissant donc paraître ces choses, et notre austère installation de lits et de chaises, ainsi que la machinerie de destruction compliquée que nous y avions apportée. Comme dans nos précédentes explorations, nous avions déverrouillé la porte de la rue, de telle façon qu'une fuite directe et pratique nous reste possible en cas de manifestation au-delà de ce qui était en notre pouvoir. Si notre présence continue, nuit après nuit, selon notre idée, provoquait le surgissement de ce que cette entité maligne tramait ici, nous étions prêts. Et nous disposerions de la chose avec l'un ou l'autre des moyens dont nous étions munis, sitôt que nous l'aurions reconnu et observé suffisamment. Combien de temps cela demanderait pour provoquer et éteindre la chose? Nous n'en avions aucune notion. Il nous apparaissait bien que notre entreprise était loin d'être sans danger. Et de quelle force serait cette chose lorsqu'elle se manifesterait? Personne ne pourrait le dire. Mais nous jugions que le jeu en valait le hasard, et nous embarquions là, seuls et sans hésitation, conscients que chercher de l'aide au dehors nous aurait exposés au ridicule et probablement réduit à néant l'ensemble de notre projet. C'est dans un tel état d'esprit que nous parlions à mesure qu'avançait la nuit, jusqu'à ce que l'engourdissement grandissant de mon oncle me fit lui proposer de prendre son premier tour de 2 heures de sommeil. Quelque chose ressemblant bien à de la peur me fit frissonner, tandis que j'étais assis là pour ces premières heures seul. Je dis seul parce que, assis près de quelqu'un qui dort, on est seul bien sûr, peut-être plus seul qu'on peut le percevoir. Mon oncle respirait lourdement. Son inspiration profonde et son expiration accompagnaient la pluie au dehors, ponctuée par l'autre son nerveusement harassant de l'eau s'égouttant à distance, tant la maison était répulsivement humide, même par temps sec, et dans cette tempête devenait positivement un marécage. J'étudiais la maçonnerie branlante et antique des murs, à la lumière des moisissures et de la très faible lueur qui nous parvenait de la rue à travers les soupiraux obturés. Et un instant, alors que l'atmosphère méphitique du lieu commençait à me rendre malade, j'ouvris la porte, regardai des 2 côtés de la rue, me réconfortant les yeux des signes familiers et mes narines d'un air plus agréable.
Il ne s'était encore rien produit qui éveille ma méfiance, et je bâillais avec insistance, la fatigue enlevant le plus lourd de ma peur. Alors, le frémissement de mon oncle dans son sommeil attira mon attention. Il s'était retourné plusieurs fois sur son lit de camp pendant la dernière moitié de la première heure, et maintenant il respirait d'une façon irrégulière, inusuelle, parfois avec un gémissement qui ressemblait bien plus à la suffocation d'une plainte. Quand je braquai sur lui ma lampe électrique, son visage était à couvert. Je me levai donc, passai de l'autre côté du lit, l'éclairai à nouveau pour vérifier s'il ne souffrait pas. Ce que je vis de surprenant me perturba grandement, malgré son caractère apparemment banal. C'était dû probablement à l'association de cette situation bizarre avec la nature sinistre de ce lieu et de notre mission, puisque cette situation n'était pas en elle-même effrayante ou surnaturelle. Son expression habituelle, sans aucun doute perturbée par les étranges rêves induits par notre situation, trahissait une agitation considérable, pas du tout caractéristique de ce qu'il était. Son expression habituelle était une des plus amicales et calmement disposée. Et maintenant, c'était tout un ensemble d'émotions qui paraissaient se battre à l'intérieur de lui. Je pensais surtout que c'était cette diversité qui principalement me perturbait. Mon oncle, comme il haletait, s'agitait dans une perturbation grandissante, maintenant les yeux grands ouverts, ne semblait plus un homme, mais plusieurs, suggérant une étrange aliénation de lui-même. Tout d'un coup, il commença à murmurer. Et vraiment, je n'aimais pas l'air de sa bouche et de ses dents quand il parlait. Les mots d'abord, je ne pus les distinguer. Mais alors, et ce fut foudroyant au début, je reconnus quelque chose qui me remplit d'une peur glacée, même si je me souvenais de l'étendue de la culture de mon oncle et des interminables traductions qu'il m'avait faites de l'érudite et anthropologique revue des deux mondes. Le vénérable Helio Whipple chuchotait en français, et les quelques phrases que je pus reconnaître étaient liées aux plus obscurs mythes qu'il avait autrefois adaptés de la célèbre publication parisienne. Soudain, la transpiration perça sur le front du dormeur. Il se redressa brutalement, m'y réveillait. Le marmottement en français se changea en cri américain, d'une voix caverneuse, s'écriant tout agité « My breath !» Alors il sembla complètement réveillé, et tandis que son visage revenait à la normale, il me saisit les mains, commença à me raconter un rêve dont je ne pus conjecturer qu'avec crainte le noyau de signification. Il se remettait, me dit-il, d'une extraordinaire série d'images de rêves, constituant une scène dont l'étrangeté n'avait rien à voir avec ce qu'il avait jamais lu. C'était dans un monde, et cependant pas tout à fait, d'une confusion géométrique et obscure, dans laquelle des éléments des choses familières se recouvraient dans des combinaisons perturbantes et les plus éloignées du familier. Et s'y surimposaient les unes sur les autres des images les plus suggestivement, bizarrement désordonnées. Un arrangement dans lequel les repères essentiels du temps et de l'espace semblaient se dissoudre et se mêler de la manière la plus illogique. Dans ce kaléidoscope, un vortex d'images fantasmées surgissait, coupé d'occasionnels instantanés, si on peut utiliser ce terme, d'une inconcevable clarté, mais d'une incommensurable hétérogénéité. À un moment, mon oncle pensa qu'il était étendu dans une fosse juste creusée, avec au-dessus de lui une foule de figures en colère, encadrées par des mèches éparses et surmontées de tricornes, le regardant d'un ton renfrogné. Et puis il lui sembla être de nouveau à l'intérieur d'une maison, une vieille maison apparemment, mais dont le détail et les occupants changeaient en permanence, de façon qu'il ne pouvait être certain ni des visages, ni du mobilier, ni même de la pièce elle-même, tant les portes et fenêtres semblaient n'être que des flux, aussi bien que les objets devenus mobiles. C'était bizarre, diablement bizarre, et mon oncle en parlait timidement, paraissant redouter de ne pouvoir être compris, quand il déclara que parmi ces visages étranges, beaucoup avaient la marque indubitable de la famille Harris. Et tout à coup, c'était une sensation personnelle de choc, comme si une présence invasive s'était glissée elle-même dans son corps et tentait de le déposséder de ses processus vitaux.
Je frémis à la pensée de ces processus vitaux, affaiblis comme il l'était par 81 ans de service continu, en conflit avec ces forces inconnues qui auraient effrayé même les plus jeunes et les plus forts. Mais à un autre moment, pensant que les rêves sont seulement des rêves, et que ces visions inconfortables pouvaient être simplement la réaction de mon oncle aux enquêtes et hypothèses qui nous avaient tant occupé l'esprit ces derniers temps, à l'exclusion de toute autre chose. Notre conversation dissipa bientôt mon impression d'étrangeté, et au bout d'un peu de temps, je m'abandonnai à mes bâillements et pris mon tour de sommeil. Mon oncle semblait désormais parfaitement réveillé, et se félicita de sa période de veille, malgré le cauchemar qui l'avait transporté si loin des 2 heures allouées. Le sommeil s'empara de moi rapidement, et moi aussi, je fus hanté de rêves les plus perturbants. Je ressentais dans mes visions une solitude cosmique, abyssale, menacée par une hostilité surgissant de tous côtés dans cette prison où j'étais confiné. Il me semblait être attaché et bâillonné, et raillé par les échos et cris d'une multitude distante qui en voulait à mon sang. Le visage de mon oncle m'apparaissait beaucoup moins plaisant que dans les heures de veille, et je me souviens de beaucoup de futiles combats et vains efforts pour crier. Ce n'avait pas été un sommeil agréable, et pendant une seconde, je ne fus pas fâché du cri dont les échos perçants m'aidèrent à percer les barrières du rêve et me ramenèrent en sursaut à une veille aiguë où chacun des objets devant mes yeux se dressait avec une acuité et une réalité au-delà du naturel. 5. Je m'étais étendu avec le visage à l'écart du fauteuil de mon oncle. Et dans ce soudain sursaut de réveil, je vis seulement la porte de la rue, le soupirail côté nord, le mur, le sol, le plafond côté nord de ma chambre, tous photographiés avec une vivacité morbide par mon cerveau, comme par une lumière bien plus puissante que la lueur des moisissures et le reflet de la rue au dehors. Ce n'était pas une lumière forte, ni même moyennement forte, certainement pas assez forte pour lire un livre ordinaire, mais projetant sur le sol une ombre de moi-même et du lit de camp qui avait une force jaunâtre, pénétrante, qui conférait aux objets plus de présence que de luminosité. En dépit du fait que 2 de mes autres sens étaient violemment assaillis, je le percevais avec une force malsaine. D'abord parce que mes oreilles résonnaient des réverbérations de ce cri choquant, tandis que mes narines se révoltaient de la puanteur qui régnait dans la pièce. Mon esprit, aussi alerte que mes sens, avait perçu qu'il se passait quelque chose d'inusuel, de grave, presque automatiquement. Je bondis, me retournai pour saisir les instruments de destruction que nous avions braqués vers le foyer de la cheminée. Comme je me retournais, je redoutais ce que j'allais voir, parce que le cri avait surgi de la gorge de mon oncle, et je ne savais rien de la menace contre laquelle j'aurais à nous défendre, lui et moi. Et ce que je vis était pire encore que ce que je redoutais. Il y a des horreurs au-delà de l'horreur. Et ce que je vis était un de ces noyaux de toutes les hideurs qu'on puisse rêver, et que le cosmos accumule pour les déverser sur quelques malheureux ou quelques maudits. Du sol moisi s'élevait une lumière vaporeuse, jaune et maladive, qui bouillonnait et s'enroulait jusqu'à la forme gigantesque d'un vague contour mi-humain, mi-monstre, à travers lequel cependant j'apercevais toujours la cheminée et son foyer. Cet effet Dieu, à la fois vorace et moqueur, et la tête rugueuse d'insecte vint se dissoudre en un mince tourbillon de vapeur qui s'enroula d'une manière putride autour de la cheminée, et finalement y disparut. Je dis que je vis cette chose, mais c'est seulement dans la conscience rétrospective que j'ai pu retracer définitivement comment elle a pris sa forme damnée. Dans l'instant, pour moi,
C'était seulement un nuage bouillonnant et faiblement phosphorescent de ce moisi répugnant, enveloppant et dissolvant dans une lueur aberrante le seul objet sur lequel mon attention se concentrait. Cet objet, c'était mon oncle, le vénérable Helio Whipple, dont les traits noircissants et décomposés, me fixant et m'appelant, tendaient vers moi des griffes dégoulinantes pour m'entraîner dans la furie que cette horreur avait apportée. C'est une sorte de routine qui m'empêcha de devenir fou. Je m'étais exercé en prévision du moment crucial, et cet entraînement aveugle me sauva. Reconnaissant que ce démon bouillonnant n'avait pas de substance et qu'on puisse atteindre par des moyens physiques ou chimiques, et pour cela, ignorant le lance-flamme posé à ma gauche, je déclenchai le courant du tube de Crookes et réglai sur cette scène de blasphème immortel les plus fortes radiations d'éther que l'art des hommes a pu extraire des forces et fluides de la nature. Il y eut un éclair bleu, un sauvage crachat, et la phosphorescence jaune commença à diminuer. Mais je vis que le flou obtenu tenait juste au contraste, et que les radiations de la machine n'avaient eu aucun effet sur elle. Alors, dans le milieu de ce spectacle démoniaque, je vis une nouvelle horreur qui amena un cri à mes lèvres et m'envoya chancelant et titubant jusqu'à la porte ouverte vers la rue calme, sans plus m'occuper de ces terreurs anormales répandues parmi le monde, ni de ce que répandraient sur ma tête les opinions et le jugement des hommes quant à ce que j'y avais laissé. Dans ce vague mélange de jaune et de bleu, la forme de mon oncle avait commencé à se liquéfier d'une façon nauséabonde, dont l'essence écarte toute description, et dans laquelle de tels changements d'identité venaient traverser l'effacement de son visage, et que seule la folie aurait pu le concevoir. Il était à la fois un démon et une multitude, un ossuaire et un spectacle, illuminé par le mélange de brouillards incertains. Ce village gélatineux... Illuminé par le mélange de brouillards incertains, ce visage gélatineux assumait une douzaine, non, une centaine d'aspects, grimaçant alors qu'il sombrait dans le sol sur un corps qui fondait comme une bougie, dans la ressemblance caricaturale de légions étranges et pourtant pas si étranges. Je vis les traits de la lignée des Harris, hommes et femmes, adultes et enfants, et d'autres visages jeunes et vieux, grossiers et raffinés, familiers et non familiers. Pendant une seconde émergea une miniature fausse et dégradée de la pauvre Roddy Harris, telle que je l'avais vue au musée de l'école des Beaux-Arts. Et une autre fois, je pensais avoir vu l'image efflanquée de Mercy Dexter, comme je me rappelais d'elle à cause d'un portrait dans la maison de Carrington Harris. C'était effrayant, au-delà de toute conception. À la fin, avec un curieux mélange de visages d'enfants et de domestiques oscillant à ras du sol moisi où une flaque verte graisseuse s'étalait. Et il semblait alors que ces visages mouvants se combattaient les uns les autres et s'efforçaient de former des contours correspondant à ceux du visage si aimable de mon oncle. Je préfère penser qu'il vivait encore à ce moment et qu'il essayait de m'enjoindre de partir. Il me sembla que d'un hoquet, à travers ma gorge desséchée, je lui lançais un adieu, tout en plongeant vers la rue, et qu'un mince ruisseau de graisse s'efforçait de me suivre sous la porte jusqu'au trottoir ruisselant de pluie. Le reste est obscur et monstrueux. Il n'y avait personne dans la rue trempée. Et dans le monde entier, il n'y avait personne à qui j'aurais osé parler. Je marchais sans but vers le sud par College Hill et l'Athénaeum, descendis Hopkins Street et pris le pont vers le quartier d'affaires où les grands immeubles semblaient me protéger tant ces matériaux modernes gardent le monde des anciennes et malsaines merveilles. Alors, une aurore grise et humide se leva progressivement depuis l'est, faisant émerger la silhouette de la vieille colline et ses vénérables clochers, m'attirant vers le lieu où mon terrible travail restait inachevé. Et à la fin je revins, mouillé, tête nue, hébété dans la lumière du matin, et poussai à nouveau l'affreuse porte de Benefit Street que j'avais laissée entrebâillée et qui oscillait de manière énigmatique à la vue de tous les habitants matinaux à qui je n'osais pas parler. La graisse était partie, parce que le sol moisi était poreux, et devant la cheminée aucun vestige du géant à la forme dédoublée de salpêtre. Je retrouvai le lit de camp, les fauteuils, les instruments, mon chapeau oublié et celui de paille jaune de mon oncle. Hébété,
était encore trop peu dire, tant je pouvais à peine me souvenir de ce qui était rêve et de ce qui était réalité. Les pensées revinrent, goutte à goutte, et je sus avoir été témoin de choses plus horribles que ce que j'avais rêvé. M'asseyant, je me perdais en conjectures, d'aussi près que la raison me permettait d'approcher ce qui s'était passé, et comment je pouvais mettre fin à l'horreur, si bien sûr ça avait été réel. Cela ne ressemblait à rien de matériel. Ni cela, ni quoi que ce soit d'autre n'était concevable par un esprit mortel. Alors quoi, sinon quelque émanation exotique, quelque vapeur vampirique, telle que les paysans d'Exeter disaient qu'ils s'en cachaient dans les cimetières? C'était, je pensais, une indication. À nouveau, j'examinais le sol devant la cheminée, où le moisi et le salpêtre avaient pris ces étranges formes. En 10 minutes, ma tête s'était reprise. Prenant mon chapeau, je rentrais à la maison, me lavais, mangeais et prenais commande par téléphone d'un pic et d'une pioche, d'un masque à gaz militaire et de 6 bonbonnes d'acide sulfurique. Tout cela devant être livré le lendemain matin à la porte de la cave de la maison maudite sur Benefit Street. Après, j'essayais de dormir, sans y parvenir, passant des heures à lire ou tenter de composer des vers insipides pour contrebalancer mon humeur. À 11 heures, le matin suivant, je commençais à creuser. Il faisait beau temps, j'en étais heureux. J'étais à nouveau seul parce que, autant j'avais peur de l'horreur inconnue à laquelle je pensais, autant j'avais encore plus peur à l'idée d'en parler à quiconque. Plus tard, je n'expliquerai à Harris que ce qui participait du strict nécessaire, parce qu'il avait trop entendu de contes étranges venus de vieilles personnes qui ne le disposaient qu'à très peu de confiance. Comme je retournais la terre noire et puante devant la cheminée, ma pioche fit exsuder une liqueur jaune et visqueuse des moisissures blanches qu'elle tranchait, et je tremblais à l'idée de ce qu'elle pouvait recouvrir. Quelques-uns des secrets de l'intérieur de la terre ne sont pas bons pour l'humanité, et cela me semblait bien être l'un d'eux. Ma main s'agitait convulsivement, mais je creusais cependant, et bientôt ne pus tenir debout dans le trou que j'avais fait. Avec l'approfondissement du trou, d'environ 6 pieds carrés, l'odeur diabolique augmenta. Je perdis tous mes doutes sur le contact imminent avec la chose infernale, dont les émanations avaient été le fléau de cette maison pendant 1 siècle et demi. Je me demandais à quoi cela pourrait ressembler, de quelle forme et quelle substance ce serait, et quelle grandeur cela avait atteint après s'être si longtemps nourri de tant de vie. À la fin, je grimpais hors du trou et dispersais les déblais, puis rapprochais les grosses bonbonnes d'acide tout autour, le long des 2 côtés, que je puisse, quand ce serait nécessaire, les vider l'une après l'autre très vite dans l'ouverture. Après cela, je pelletais la terre seulement sur les 2 autres côtés, travaillant plus lentement et m'équipant de mon masque à gaz, maintenant que l'odeur grandissait. Ma proximité à la chose sans nom, au fond de la fosse, me privait de tous mes nerfs. Soudain, ma pioche rencontra quelque chose de plus mou que la terre. Je frissonnais, de nouveau grimpais hors du trou, qui maintenant m'arrivait au cou. Mon courage revenu, j'enlevais encore de la terre à la lumière de la lampe électrique que j'avais apportée. La surface que j'avais découverte était vitreuse, chair de poisson, une sorte de confiture gelée et moitié putride, vaguement translucide. Je creusais toujours et vis que cela avait forme. Il y avait une crevasse où s'enveloppait cette substance. La partie exposée était énorme et grossièrement cylindrique, comme un énorme tuyau de poils bleuâtres replié en 2, son plus grand côté d'un diamètre de 2 pieds environ. Je redescendis creuser, puis à nouveau bondis hors du trou, loin de la chose infecte. En forcené, j'ouvris et vidai les grosses bonbonnes, précipitai leur contenu corrosif l'une après l'autre dans ce gouffre de chair et sur cette impensable anormalité dont j'avais vu le coude de Titan. L'aveuglant tourbillon de vapeur jaune-vert qui sortit en tempête du trou comme l'acide y entrait ne quittera jamais ma mémoire. Tout le long de la colline, les gens parleraient de ce jour jaune, quand d'horribles et virulentes fumées surgirent des déchets que l'usine versa dans la rivière de Providence. Mais moi, je savais bien
combien il se trompait quant à la cause. Il parlait aussi du hideux rugissement qui vint en même temps d'une canalisation d'eau ou de gaz rompue sous le sol. Et là aussi, j'aurais pu les corriger si j'avais osé. J'étais choqué à ne plus pouvoir parler. Je ne sais comment j'ai réussi à survivre. Je m'évanouis après avoir vidé les 4 bonbonnes que je dus manipuler après que les fumées avaient commencé à pénétrer sous mon masque. Mais quand je revins à moi, je vis que le trou n'émettait plus de nouvelles vapeurs. Alors je vidai les 2 dernières bonbonnes sans résultat particulier. Et après un moment, je me sentis assez sûr pour replacer la terre dans la fosse. C'était le crépuscule avant que j'aie fini, mais la peur avait quitté le lieu. L'humidité n'était plus fétide, et toutes les étranges moisissures s'étaient flétries pour devenir une inoffensive poudre grise qui volait comme de la cendre sur le sol. Une des plus grandes terreurs de la terre avait péri à jamais. Et s'il y a un enfer, il aura enfin reçu l'âme démoniaque d'une chose impie. Et comme je tassais les dernières pelletées de terre, je versais les premières de tant de larmes avec lesquelles je payais le plus simple tribut à la mémoire de mon oncle bien-aimé. Le printemps suivant, il n'y eut plus d'herbes trop pâles ni d'étranges ronces dans le jardin en terrasse de la maison maudite, et Carrington Harris put bientôt la remettre en location. Elle garde un aspect spectral, et son étrangeté me fascine. Mon soulagement sera mêlé de regrets. S'il arrivait qu'on la détruise pour faire place à une boutique au rabais ou un vulgaire immeuble de rapport. Les vieux arbres stériles dans la cour ont commencé à porter de petites mais très douces pommes. Et l'an passé, les oiseaux nichaient à nouveau dans leurs branches noueuses. Howard Phillips Lovecraft, 1928, A Sherwood House. C'est quand même quelque chose.